Faites un petit truc. Ah bah c'est bon animateur. Allez, un petit machin, un petit intro. Super sympa. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé. Donc on est plutôt dans les clous niveau timing. On va maintenant laisser la parole à Monsieur Epstein, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous cet après-midi. Et ce matin, bien sûr. Donc voilà, dans un premier temps, il va prendre la parole pendant une petite heure. Et puis à la suite, on essaiera d'avoir un échange assez riche, une petite demi-heure d'échange. Ce que je vous demande, c'est de bien réfléchir aussi à l'ensemble des présentations qu'on a eues ce matin, pour poser les questions. Je pense que c'est le moment aussi de faire aussi la synthèse des 3 journées qu'on a eues, peut-être des questions qui ont été soulevées dans les journées précédentes auxquelles nous n'avons pas répondu, et donc d'en faire part à M. Epstein, puis à l'ensemble des professionnels qui sont aussi ici présents aujourd'hui pour débattre ensemble. C'était très bien. Très bien. Bien. Bah écoutez, on peut dire rebonjour, parce que depuis ce matin, à l'aube, j'écoute tout ce qui se dit. Petit message personnel, je suis désolé de l'état général du conférencier au niveau de la voix, c'est même pas original, malgré le strepsil. Hier, j'étais dans un colloque avec Klim, et ça tue. On était 3 intervenants, et le soir, on s'est quittés en se disant au revoir. Bon, j'avais très peur pour aujourd'hui, donc avec la prothèse là, ça va jusqu'au bout à peu près. On va un peu intensifier, là, comme ça va un peu plus magique. Alors, écoutez, c'est vrai que j'étais là depuis ce matin et je suis... Oh non, je suis une maman pour nous, vous savez, Nathalie. Voilà. Je suis vachement content d'être venu ce matin, mais alors je suis très embêté. Parce que tout a été dit. Et alors, comment justifier la présence, hein? Et notamment, au risque d'avoir une plainte pour diffamation, je soupçonne Anne Bacchus et Jean-Louis Maillot d'avoir piqué mes notes. C'est diffamant, hein, mais en fait, beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, j'avais dans mes notes, donc j'ai fichu en l'air mes notes. Et puis, je vais avec vous faire quelque chose d'un peu en écho à des choses entendues ce matin. Alors, je ne vais pas dire un tel a dit ça à tel moment, mais vous verrez plein de passerelles entre ce qui a pu être évoqué ce matin, y compris par Karine Tepp, et mes propos, avec, je dirais, comme petite différence ou complémentarité, l'œil du psychosociologue que je suis, n'étant ni psychothérapeute, ni psychanalyste. J'ai noté plein de trucs ce matin, j'ai noté aussi comment, que les sortes d'exigences contradictoires, hein, pour le père et la mère. Donc il fallait que la mère, elle bosse, qu'elle s'occupe des tâches ménagères, qu'elle soit une excellente mère et une femme épanouie, hein, c'est bien ce qui a été dit. Quant au père, il devait être un peu avec une carrure de rugbyman, avoir un bon job, être poète, attentif, et aller chercher les enfants à la sortie de l'école. Enfin, pour résumer. Donc, on voit que c'est du boulot, hein. Et on voit que c'est du boulot, et on a entendu aussi, et ça m'importe, qu'on était en train d'innover cette question de famille. Il n'y a pas de modèle. Enfin, il y a très peu de modèles dans notre société, hein. Pendant longtemps, le modèle était très contenu dans Boucle d'or. Papa ours avait le grand bol, maman ours le moyen bol, et les oursons avaient pas de bol, si vous voulez, enfin une vision assez verticale de la famille. Les choses ont un peu bougé, alors on fera un petit détour ensemble dans cette mosaïque. En fait, c'est une mosaïque avec des choses qui se recoupent, mais il y aura 3 éclairages de fond qui se recouperont. Et je vais essayer en cela de coller à notre thème, la bientraitance, mais aussi quelle famille pour demain. Autour de la notion de bientraitance, premièrement, on va se demander ce que ça veut dire exactement. Qu'est-ce qu'on entend par bientraitance dans nos pratiques?
Ensuite, on fera un détour par la famille en mutation, et pas en crise, enfin, chacun donne son point de vue, et on verra en quoi la famille justifie d'une bientraitance, et on sera donc dans du pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et le troisième registre, ça sera dans du comment. Comment, en tant que professionnel, acteur, co-acteur avec des parents, dans le champ éducatif, quel que soit le cadre. Comment pratiquer cette bientraitance. Voilà un petit peu le schéma que l'on appliquera ensemble. Alors, en 2 mots, je vais vous présenter un petit peu mon boulot. Et puis après, on partira sur cette notion de bientraitance. Cette notion de bientraitance, que je vais vous commenter tout de suite, je la croise sans arrêt. Et même quand je ne veux pas. La bientraitance, c'est le respect de l'autre, c'est un regard positif sur l'autre, c'est tout un tas d'éléments qu'on va voir plus précisément. Je vis un mois par an au Québec, et là, enfin, je repartirai au mois de mai, mais là, j'en reviens. La voie est un peu pour beaucoup, là. J'en suis revenu mardi dernier, et dans l'avion, on m'a donné la presse de Montréal, le journal de dimanche. Le journal de dimanche. Et alors, voilà ce que je suis tombé sur un article extraordinaire qui indiciblement vous parle de bientraitance. Alors vous n'allez peut-être pas me croire, j'ai un petit problème d'obésité au Québec, mais de vraie obésité, un truc assez sérieux. Je suis content d'aller là-bas parce que je parais mince. J'aime beaucoup le Québec. Et l'article qu'on m'a donné en rentrant de Montréal, ça s'appelle Pirouette et couche aux fesses. Je le laisse à votre disposition pour pouvoir le lire. Pirouette et couche aux fesses. Alors je vous donne le début du texte. Bon, réservé aux adultes, les centres d'entraînement, point d'interrogation, détrompez-vous. Au petit gym, on accueille des abonnés d'à peine 4 mois. La compagnie américaine compte actuellement 300 franchises au Québec, dont alors la gym pour bambins à la côte, ici comme ailleurs, dès l'âge de 4 ans. Qu'est-ce que c'est? On n'est pas dans la bientraitance là. On est exactement aux frontières de la maltraitance. Pourquoi? La bientraitance, c'est faire avec l'autre, c'est pas faire pour l'autre. Problème d'obésité. Alors des chaînes business américaines se sont dit, plus l'enfant fait du sport très tôt, moins il y a des risques d'obésité. Et ils ont créé des clubs de gym pour bébés, avec des tapis roulants, n'est-ce pas? Alors j'ai hâte d'être au mois de mai pour aller les voir. J'ai téléphoné à mes collègues là-bas, qui m'ont dit, ah oui, tu verras, c'est extraordinaire. C'est formidable, tu vas voir. Eh bien, tapis roulant. Alors les bébés, 4 mois, sont mis sur le tapis roulant pour faire de l'exercice. Et alors plus ils s'accrochent, plus on accélère. D'accord? Alors vous avez un petit truc, bon, c'est anecdotique, c'est juste pour me mettre en appétit. D'ailleurs, parenthèse, j'ai remarqué qu'on me mettait toujours dans les colloques après le repas. Et j'ai jamais su si c'était pour accompagner l'endormissement ou l'éviter. C'est vous qui me direz, on va voir. Mais vous comprenez bien que cette notion-là, c'est terrible, n'est-ce pas? Faire pour l'autre. Dans des pays, par exemple, qui ne seraient pas vraiment bien traitants, on entendrait dire « les jeunes manquent de repères ». On entendrait dire « les parents démissionnent ». J'ai jamais vu personnellement, travaillant sur la famille, de parents démissionnaires, sauf en psychiatrie. Par contre, ce que je vois souvent, ce sont des parents démissionnés. Des parents à qui on ne donne pas leur juste place de parents. Alors dans des pays non bien traitants, on pourrait entendre des jeunes manquent de repères, les parents démissionnent, et puis on pourrait voir tous les 5 ans à peu près, sortir du lac un monstre du Loch Ness, qui dit qu'il faudrait supprimer les allocations familiales, qui replonge. Alors il est sorti à 6 mois, donc on est tranquille pour 4 ans et demi, théoriquement. Mais cette notion de bientraitance, on va le voir, elle est liée, entre autres, à la notion de compétence. Comment on regarde l'autre? Est-ce qu'on le regarde à travers ce qui va, ou est-ce qu'on le regarde à travers ce qui ne va pas? Et ce sont 2 façons qui nous serviront d'ailleurs de base pour avoir quelques outils. Alors rapidement, donc plantons les décors, vous avez vu, bientraitance et famille. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Et comment on s'y prend? Le tout, ça sera très mosaïque, donc très vite vous ne saurez plus du tout où vous en êtes. C'est mon projet.
Et à la fin, ils se marient, ils ont des enfants, ça finit bien. Je dis tout de suite. Alors, en 2 mots, le cadre de mon boulot. J'ai une formation de psychosociologue. Je travaille dans le champ que l'on appelle recherche-action. Et les thèmes sur lesquels je bosse depuis bien avant votre naissance, ça a démarré en 1974, 3 thèmes. La construction des repères chez l'enfant, l'évolution de la famille et l'évolution des pratiques éducatives. Courte explication de texte. Qu'est-ce que recherche-action? Recherche-action, c'est 2 choses pour moi. C'est de mener les travaux de recherche en action sur le terrain. À titre d'exemple, pendant 5 ans, j'ai travaillé dans le cadre du Conseil de l'Europe, dans un groupe de recherche, action, sur le thème « Facteurs favorisant la violence chez les jeunes ». On a rencontré, on a interviewé, suivi 1500 jeunes de 8 à 15 ans, auteurs de violences, et avec eux, on a essayé de revenir vers les causes de ces violences. C'est une époque où ça faisait une vingtaine d'années que je bossais dans le champ de la petite enfance, et j'en avais un peu ras-le-bol. Je faisais une allergie. Dès que je voyais un landau dans la rue changer de trottoir, je me suis dit, je vais essayer de grandir. Physiquement, j'avais renoncé. Je suis debout, là. C'est la même taille, hein, on est debout assis. Mais je me suis dit, je vais bosser avec des ados, ça fait mieux. Bon, étant chercheur, on travaille sur ce qu'on appelle des missions. On a des missions de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, le Conseil de l'Europe avait lancé cette mission sur le thème « Facteurs favorisant la violence chez les jeunes ». J'avais prévu sur ma carte de mettre Jean Epstein, psychosociologue, spécialiste de l'adolescence. C'est vendeur. Tous les jeunes que l'on a rencontrés, auteurs de violences, petite parenthèse, l'hypothèse était intéressante parce que c'était violence exogène ou auto-violence. Violence vis-à-vis de l'extérieur, physique, verbale, à l'environnement, ou auto-violence, conduite suicidaire, conduite à risque, décrochage scolaire qu'on avait mis dedans, toxicomanie, etc. Pas vous parler de cette étude dans sa précision, mais on a malheureusement mis en évidence qu'il y avait beaucoup plus d'auto-violence que de violence exogène. Sauf qu'on n'était plus gêné par les violences extérieures. Dans une classe, un enseignant est plus dérangé par un enfant qui perturbe que par un enfant inhibé. Et pourtant. Donc, avec ces jeunes, eh bien, on a essayé de cerner les causes. Et on a publié un rapport européen assez pointu. Pour moi, ça a été un grand désespoir d'ailleurs. C'est la seule fois dans ma vie où une recherche n'a pas été publiée. Enfin, elle a été publiée, on l'a publiée, mais le copyright Conseil de l'Europe. Donc cette étude qui mettait en évidence 9 causes de violence. 9 causes pardon, était un truc formidable pour agir, recherche-action, pour transformer ça en action, pour essayer d'agir sur les causes. Hein? Et comme je vous le disais, j'avais décidé de quitter la petite enfance, ben, manque de bol, tous ces ados m'ont ramené vers la petite enfance, vers des trucs qui n'avaient pas été construits dans de bonnes conditions. Alors on va y revenir. J'ai entendu dire ce matin que certains livres disaient « tout se joue avant 3 ans, tout se joue avant 6 ans, tout se joue avant la maternelle ». Je force le trait parce que ce sont des titres de livres. Et si vous tapez ce soir sur Internet « tout se joue », vous aurez une douzaine d'ouvrages qui commencent par ce titre. Alors, il y en a un que je rêve d'écrire, c'est « tout se joue avant la mort ». Pour les croyants, on peut même rajouter « ou presque ». Et heureusement, parce qu'il y a sans arrêt des sessions de rattrapage. L'ado, quand j'entends dire, je travaille autant avec des bébés qu'avec des ados, quand j'entends dire l'adolescent n'est ni bébé ni adulte, si on a à moins de 100 mètres de nous approcher un ado, on sait que c'est faux. Les ados, ils sont les deux en règle générale. Ils sont bébés et adultes. C'est pour ça qu'on les appelle ados, excusez le mot qui va suivre, parce qu'ils peuvent être adorables ou adolescents, vous voyez. Ils peuvent se réveiller le matin bébé et se coucher adulte. Hein? Donc, et l'ado, petite parenthèse, quand j'entends dire aussi, mais on verra pourquoi, que l'adolescence c'est une période de crise, c'est terrible. Il y a en France un observatoire de la santé des adolescents, dirigé par une sociologue remarquable, Marie Choquet, qui tous les ans publie des chiffres et qui montre que les 3/4 des adolescents vont bien. Hein? C'est une période fragile, une période de paradoxe, une période bizarre. Mais quand tu as parlé de crise, j'étais il y a un peu de temps à Genève, je faisais une conférence sur l'adolescence, il y a une maman qui est venue me voir après et qui me dit, j'ai élevé ma fille, elle était avec sa fille, j'ai élevé ma fille seule, elle a 15 ans,
Elle n'a toujours pas fait sa crise. La maman était inquiète. Tous les jours, elle regardait la Swatch en disant, ça va être aujourd'hui. Heureusement, la gamine était là. J'ai suggéré de se faire un petit semblant de crise pour que la maman aille mieux. Mais cette notion, la notion qui m'est chère, comme je le disais, c'est la notion de session de rattrapage. L'adolescent, il est bébé et adulte. Ça veut dire qu'il a du boulot d'adulte à faire et il a du boulot de bébé. Ça veut dire aussi que si le boulot de bébé, il s'est très bien passé, il n'a pas grand boulot de bébé à faire quand il est ado. Ça veut dire que si ça ne s'est pas bien passé, eh bien, il va avoir plus de travail à faire. Il y a une pathologie, par exemple, sur laquelle j'adorerais travailler, c'est le mal de ventre des ados. C'est fou ce qu'ils ont mal au ventre. Hein? Alors, qui a mal au ventre? C'est le bébé qui est planqué à l'intérieur. C'est la pub Evian, vous voyez? On voit. Hein? J'ai mal au ventre. Il est en train de nous dire, j'ai envie que tu me touches le ventre, j'ai envie que tu mettes du talc, le truc que tu mettais sur les fesses quand j'étais petit. Là, je parle en tant que parent, n'est-ce pas? C'est le bébé qui parle. Et il a besoin de régresser, n'est-ce pas? Manque de bol, on a entendu l'adulte. Je suis d'accord avec vous, le bébé il fait 1m80, il est Rocky, Perfecto, Weston, piercing. Il n'a pas un look de bébé. Donc on entend souvent l'adulte, on lui dit qu'est-ce que t'as encore mangé? T'as encore bu un coca, mangé un McDo avec ta grand-mère. On lui avait dit de pas de filer de coca. C'est pour repérer les grand-mères dans la salle. Hein. Vous avez vu les tronches des grand-mères maintenant? Hein? Famille de demain. Non, c'est pas des vannes, hein, les... avant. J'ai entendu ce matin, hein, j'ai eu une petite séquence radio nostalgie quand même un peu ce matin. Ancien combattant, hein, c'était un peu tristounet sur la fin. C'était très intéressant, mais... parce que non, mais c'est vrai que les grands-mères, avant, vous me rappelez, petite parenthèse, on verra tout à l'heure, que quand une société bouge très vite, comme la nôtre, dans le domaine de la famille, quand ça bouge vite, même si ça bouge en très bien, et ça bouge souvent en très bien, eh bien on a tendance à regretter le passé, et à idéaliser le passé, ce qu'on appelle le mythe référent. Avant les grands-mères, c'était en noir, ça tricotait, ça gardait les enfants pendant les vacances scolaires, vous vous rappelez, ça c'était quelque chose. Maintenant, vous avez vu la tête des grands-mères? Il y a marqué jogging dessus. Elles font de la course à pied. Elles se barrent en vacances pendant les vacances scolaires. La famille de demain, je vous dis pas, hein. J'ai rencontré il y a peu de temps dans la rue une jeune femme qui était avec sa petite gamine qui me dit, vous vous rendez compte, ma mère, elle part en vacances pendant les vacances scolaires. Oh, mauvaise. Je lui dis, elle a quel âge? Elle me dit 55 ans. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est instite. Mais ça, c'est normal. Mais, alors, c'est une petite parenthèse et je vous expliquerai dans 2 secondes en quoi consiste le métier de sociologue pour moi. On travaille beaucoup avec des statistiques, les sociologues. À un moment donné, par exemple, j'en avais un peu marre, j'étais dans le cadre du service de recherche de la CNAF, d'entendre dire « avant, est-ce que c'était bien ?» N'est-ce pas? Alors on s'est penché sur le truc, puis nous en tant que sociologue, c'est facile de bosser, on bosse avec des statistiques. Vous savez ce que c'est des statistiques, hein? Par exemple, sur le cours dont je me souviens à la fac, c'était le prof de stats qui nous avait expliqué qu'un être humain qui a les pieds dans le four et la tête dans le congélateur est à bonne température statistiquement, mais qu'il en crève. D'où l'intérêt que j'ai pour les chiffres. Alors, là c'est l'étude la plus simple qu'on a fait par rapport aux grands-parents d'avant. Vous savez ce qu'on a fait? Plutôt bête. On a demandé à l'état civil, qui est bien foutu en France, combien d'enfants ont 4 grands-parents à la naissance. Et on a attendu les chiffres. Je vous donne les chiffres. On avait donné 1960, 1980, 1990. On a fait cette étude en 97. 1960, en France, à peine 5% des enfants ont 4 grands-parents à la naissance. 1980, 47%. 1990, 61%. C'est une bombe. Pourquoi? Quand on nous fait le coup des grands-parents d'avant, c'est une vaste fumisterie, ils étaient tous morts les mecs. Il faudrait même s'intéresser, si on veut analyser la famille, savoir combien d'enfants arrivaient il y a 30 ans, 40 ans à l'âge adulte en ayant encore leurs 2 parents. N'est-ce pas? On nous parle, et on a entendu parler des... C'est important le coup des grands-parents, parce qu'on a à bouger nos neurones, nos représentations, et c'était très implicite dans ce qui était dit ce matin. Les grands-parents, c'est vieux, c'est disponible, etc. Non, non. Dans notre société, on en a 2 couches actuellement. On a les arrière-grands-parents, c'est nouveau, hein, ceux qui ont la tronche des grands-parents. On a une nouvelle strate, moyenne d'âge en France 56 ans, hein,
qui sont grands-parents. Alors, ils n'osent pas trop se rappeler grand-père, grand-mère. Hein. Papy, c'est limite. Hein. Papy, machin, vous voyez le truc. Mais on a intérêt vachement à revoir, encore une fois, nos représentations. Et les grands-parents sont de plus en plus... Il ne va pas falloir tarder, Karine. Hein. Oui, je reviens, Hein, parce qu'il y a le train. Non, non, mais il y a le train. Il faut que je surveille, je dois prendre. Donc, je vois par contre, sur le terrain, plein de grands-parents qui se croient nuls parce qu'ils ne correspondent pas à un schéma, à un mythe référent, qui quelquefois n'a jamais existé. N'est-ce pas? Parce qu'ils travaillent, ils habitent loin, etc. Hein? Ce qu'on peut dire aux grands-parents, pour parler de la famille de demain, c'est que le rôle essentiel des grands-parents, c'est de ne pas être les parents. Et je peux vous assurer qu'on pourrait faire une journée d'études entière sur ce thème-là, en envisageant plein de cas de figure. Hein? Alors c'est pas simple pour autant, même si tout va bien dans la famille. Quand en tant que grands-parents, on n'est pas d'accord avec la façon dont nos propres enfants éduquent les petits-enfants, comment agir? N'est-ce pas? Par contre, dans les cas de divorce, il a été parlé de divorce, évoqué de divorce ce matin, si les grands-parents des deux côtés savent rester en dehors du champ de tir, même si cet enfant est confié par exemple à la maman et n'est pas appelé de sitôt pour une raison XY à voir le papa, si les parents du père peuvent être encore en contact avec cet enfant continue encore à construire son histoire. Hein. Donc, changeons, on va le voir, nos représentations. À l'instant, j'ai parlé de divorce. Je ne suis pas en train de... Je ne vais pas vous dire, bien évidemment, le divorce ne pose pas de problème. Bien évidemment, ça pose des problèmes. Ceci dit, vous savez, comme moi et mieux que moi, qu'un enfant, il a besoin d'avoir sous les yeux un père et une mère qui s'entendent pas trop mal et qui ne se disqualifient pas trop. Je veux dire par là que s'il a à la maison un père et une mère qui vivent ensemble, mais qui passent leur temps à dire ton père il est nul, ta mère elle est ringarde, c'est bien moins constructible pour l'enfant que si ces gens ont l'intelligence de se séparer en sachant ne pas confondre leur querelle d'hommes et de femmes, pas facile, hein, mais ça a été évoqué aussi ce matin, et l'image qu'ils véhiculent de ce père et de cette mère. Hein, et je devrais dire de ce papa et de cette maman, puisque Sigmund, il y a un peu plus d'un siècle, a pris soin, avant de quitter la planète, de nous montrer la différence entre le père et la mère et le papa et la maman. De quoi on parle? Père-mère, chez l'homme et la femme, chez qui on vit. À quel moment devons-nous être autonomes? Ben, je dirais que par rapport à un père et une mère, on doit être autonome le plus tôt possible. Et l'un des grands problèmes, là aussi évoqué à plusieurs reprises, c'est les jeunes qui n'arrivent plus à être autonomes par rapport au père et à la mère, les fameux tanguis. Il y a 20 ans, je travaillais avec des ados de 13-16 ans, actuellement, je travaille avec des ados de 6-30 ans. Hein, laquelle est la mère, laquelle est la fille? Afflelou. Et donc, un père et une mère, c'est important le plus tôt possible d'être capable de se barrer. Et on peut vivre avec une mère seule ou un père seul. On ne peut pas vivre avec deux mères, mais on peut vivre avec une mère et la compagne de cette mère. Par là, d'homoparentalité. Par contre, et c'était fait allusion par un Bacchus, la notion du masculin et du féminin. Le papa et la maman, c'est qui? C'est l'homme et la femme qui nous ont donné la vie. N'est-ce pas? À quel moment sommes-nous autonomes, qu'on les ait ou pas sous la main? À quel moment sommes-nous autonomes par rapport à l'homme et la femme qui nous ont donné la vie, au papa et à la maman? Jamais. Et on découvre, en règle générale, notre réel niveau d'autonomie quand ils sont morts. Et on est des fois pas déçus du voyage. Ceux qui sont les plus extraordinaires là-dessus, c'est les ados. Hein? Parce que les ados, ils sont prêts à trouver que leur père et leur mère sont vraiment nuls. Hein? C'est important pour qu'ils soient mieux. Hein? J'ai pas le bol, moi, l'ado. Je suis tombé sur des nuls. Hein? Les pires, n'est-ce pas? Essentiel. Tous mes potes sont tombés sur les mieux. D'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit les miens. C'est pas possible que des moches comme ça aient fait quelqu'un d'aussi beau que moi. J'ai dû être adopté. Mais un jour, je verrai mon père et ma mère, les vrais. Hein. Pour l'instant, je vais faire avec cela. Donc, le père et la mère, moi, l'ado, je les défonce. Hein. Quand je suis bébé, je parle à ma maman avec des mots spécifiques qu'elle comprend, elle seule. Fusion, hein, les deux cravates. On est à table, il y a des amis, il y a un bébé dans un landau, il fait mi, maman va dire « Oh, il a faim ». Personne n'a compris, il y a qu'elle, et elle ne se bourre pas. C'est magique. Mais rappelez-vous bien, en tant que maman de cette période,
Parce que le même, 13 ans, 14 ans après, il va avoir la casquette à l'envers et dit « T'es qui toi? En vérité, sur ma mère, je suis vénère, tout y va. » Je sais qu'il a appris à parler comme ça, à l'école, c'est normal. Hein. Donc, moi, l'ado, eh ben, il faut que je tombe sur des pères et des mères nuls. Par contre, si quelqu'un critique mon papa et ma maman, alors là, ça bastonne. N'est-ce pas? Je ne pourrais pas... Si vous voulez plus de précision là-dessus, vous voyez la subtilité avec laquelle il faut traiter une telle question. Si vous voulez plus de précision, vous relisez par exemple un vieux livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. Et si vous n'avez pas le temps de tout relire, vous relisez que la scène des Bartavelles, où l'oncle Jules prend trop de puissance, et où le petit Marcel met une stratégie en place pour revaloriser l'image du papa. Image de ce papa, pardon, réel ou matériaux. Dans notre société, où la famille soi-disant va mal, il n'y a jamais eu autant de pères. Et il n'y a jamais eu autant de papas. Enfin, de pères. Si vous regardez un peu dans le rétro, du fait des guerres, du fait de, etc., il y a eu de tout temps des générations entières d'enfants élevés sans père. Vous avez des enfants nés en 1913-1914 en France, la plupart des pères sont morts à la guerre, donc les enfants étaient élevés par une mère seule, n'est-ce pas? Pourtant, ils avaient un papa. Ils avaient un papa qu'on appelle dans le jargon un papa matériau. Un papa matériau, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un de positif, identification positive, auquel il pouvait s'identifier. Pourquoi identification positive? Parce que ce papa qui était mort à la guerre, c'était un héros. Je vais être encore vulgaire une deuxième et dernière fois, rassurez-vous. Quand on est enfant, c'est pas pareil d'être l'enfant d'un héros que l'enfant d'un salaud. En termes d'image. C'est-à-dire que cette mère qui est seule avec un enfant dont le papa était mort à la guerre, peut, s'il fait des bêtises, cet enfant dire « ton papa n'aimerait pas ce que tu es en train de faire ». On peut donc dire quelque chose d'invraisemblable en apparence, c'est qu'un papa qui est considéré comme positif, ou qu'un parent, père-mère, papa-maman, considéré comme positif, même s'il n'est plus vivant, peut continuer à faire autorité. Si on sait le faire exister, encore une fois, d'une façon positive. J'ai parlé à l'instant des divorces. Il est évident, et regardons avec l'œil sociologique, que le divorce en soi est quelque chose de douloureux. Bien sûr, pour l'enfant. Ceci dit, c'était beaucoup plus douloureux il y a 20 ou 30 ans, quand le divorce était rare. Et les enfants de divorcés, étaient stigmatisés à l'école, montrés du doigt. N'est-ce pas? Malheureusement, statistiquement, certains, nous, on a un de nos gamins qui, quelques années, nous a demandé quand est-ce qu'on allait divorcer. Oui, c'était pas au programme, quoi. Parce qu'il était vachement jaloux des autres qui avaient 2 fois plus de cadeaux. Hein. Donc, cet enfant dont les parents divorcent, il y en a beaucoup plus qu'avant. Oui, mais regardons un peu objectivement dans le rétro. Et ben, on s'aperçoit que s'il y a des divorces, c'est parce qu'il y a des mariages d'amour. Et si on regarde un peu dans le rétro, on voit une période pas si lointaine où il y avait beaucoup de mariages arrangés. Pour des questions de patrimoine, de terre, en milieu rural, etc. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'étaient jamais aimés, mais qui n'allaient pas divorcer. De toute façon, ils ne s'aimaient pas. C'était pas nécessaire de divorcer. C'était quelque chose d'intérêt, un mariage d'intérêt. L'enfant, donc, a pu se construire toute sa vie avec devant le nez un homme et une femme qui s'étaient jamais aimés. Là encore, représentation, petit retour en arrière. J'ai entendu parler des pères. Les pères. Eh bien, les pères, on l'a dit à l'instant, non seulement il n'y en a jamais eu autant, mais ils n'ont jamais été aussi extraordinaires. Ils sont en train, alors eux, ils sont novateurs. Hein. C'est pratiquement la première génération, hein, la vraie génération qui s'implique. Il y a eu des petits essais. Hein, Bacchus faisait allusion ce matin, une période où il y avait la guerre entre les soi-disant papa poule et nouveau père. Pas pareil. Hein. Moi, j'ai toujours été contre les papa poules, mais pour toute l'attention apportée au nouveau père. Quoi, c'est dû? C'est dû, entre autres, au travail féminin. Je vous donne un dernier chiffre. Hein, en tant que sociologue, c'est normal. Quand on étudie l'évolution du travail féminin, ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin. Ben, je vous donne le chiffre. Maman de 2 enfants en France qui travaille à l'extérieur de chez elle. Maman de 2 enfants ne vivant pas seule. Travaillant à l'extérieur de chez elle. 1970, 24%. 1990, 77%.
Je ne sais pas si vous sentez, la trois quarts bosse pas à l'extérieur, 1970. Ça veut dire que la bonne mère, 12 paires de guillemets, reste chez elle. D'accord? Ce qui fait travailler les psychosociologues, c'est que les neurones sont un peu plus lents que les faits de société. 20 ans, c'est pas beaucoup pour les neurones. 20 ans après, c'est l'heure. C'est l'heure, je m'en vais. Ah. Mais merci beaucoup. Et merci pour ce matin, c'était formidable votre truc. Mais non, On va en parler tout à l'heure. D'accord, ça marche. Ça ma carte et tout, pour ce téléphone. Au revoir. Bravo. Donc, ce travail des femmes. 20 ans après, les trois quarts bossent à l'extérieur. D'accord? Mais quelque part dans les neurones, la bonne mère, c'est un peu celle qui reste chez elle. Il y a un vieux souvenir. D'autant plus qu'on voit pas mal de mouvements assez politiques, où quelques personnes d'ailleurs confondent un peu leur métier et leur idéologie. Je pense à des pédiatres par exemple qui se servent du titre de pédiatre pour laisser penser que des femmes, ça serait bien chez elles. Je tairai les noms, mais je pense à Edwige Antier par exemple. À Donaoui. C'est enregistré, c'est pas grave, en plus c'est un copain, on s'engueule tout le temps. Mais Edwige Antier a des articles formidables là-dessus. Hein. Il y a un article lu récemment où elle prétend en tant que pédiatre que les enfants qui vont en crèche peuvent attraper des maladies très graves avec des séquelles à vie. C'est le docteur qui dit ça. Non, c'est pas le docteur, c'est la femme qui est persuadée que ça serait bien qu'une femme reste chez elle. Donc, la femme bosse. Mais les neurones, ils ont encore du boulot à faire. Et c'est important. Hein, la bientraitance, on va le voir tout de suite, c'est accompagner cette femme dans son choix. On a du boulot, hein. Son choix, quel qu'il soit. Si cette femme choisit de rester chez elle avec un congé parental, c'est le bon choix si c'est son choix. Si elle décide de travailler, quel que soit son milieu social, c'est le bon choix. Et à la société de lui fournir les moyens d'accueillir son enfant pendant qu'elle bosse. Sauf que dans une société comme la nôtre, une femme qui décide de rester chez elle, entend dire « t'en as de la chance ». C'est maman ours, ça. Hein? T'en as de la chance. C'est vrai qu'elle a de la chance, hein. Mais alors dis donc, ça fait 3 mois qu'elle a le gamin sur le dos. Elle ne peut plus aller au coiffeur, chez le coiffeur. Elle ne va plus au club Tupperware. Elle est obligée de prêter sa 106, enfin c'est un calvaire. Elle a envie de couper son gamin en tranches ou de le foutre par la fenêtre. On a tous eu envie de couper nos gamins en tranches, mais il ne faut pas le faire. C'est très mal. Alors, se pose la question, d'ailleurs, parenthèse de la bientraitance. Que faire? Cette femme, eh ben, il faut arriver à la persuader que même si elle ne travaille pas, elle a intérêt à mettre son enfant à la halte garderie. Quel boulot, dites donc. Vous vous rendez compte au niveau du neurone? J'ai la chance de ne pas bosser et je vais confier mon enfant pour aller chez le coiffeur. Un jour, elle se décide. Elle arrive à la halte garderie, un multi-accueil, ça s'appelle maintenant. Et elle dit, elle envoie une auxiliaire de puériculture, elle lui dit, je vous laisse mon gamin pour 2 heures parce que je vais chez le coiffeur. Et elle tombe sur une auxiliaire très compétente, mais qui est persuadée qu'une bonne mère reste chez elle. Elle, si elle pouvait, malheureusement son mari ne gagne pas assez, mais si elle pouvait, elle aimerait bien rester chez elle. Et elle voit arriver cette maman, pas gênée, de cette très poupée Barbie, je vous laisse mon gamin pour 2 heures. Oh, les fumiers. C'est pas con, j'ai un médecin et les parents, on leur prendrait la nuit qui nous le laisseraient. Hein. Risque de vous dire un certain nombre de choses négatives. Il faut savoir que c'est valable partout en France, sauf dans l'Eure. C'est un microclimat. Demain, je serai à Toulouse, je dirais ça à Toulouse. Et donc, obligé de prendre en plus l'enfant de cette femme. Parce que le matin, il y a encore un élu qui est passé, dire quel est votre taux de remplissage. N'est-ce pas? Donc, on prend l'enfant, mais l'auxiliaire qui est persuadée qu'une bonne mère reste chez elle, a un petit mouvement bizarre. Elle envoie à la maman un message verbal. Vous avez bien de la chance d'aller chez le coiffeur. Mais avec un petit mouvement de narine et de lèvres. Ça, c'est le non-verbal. C'est bien de la chance d'aller chez le coiffeur. Mais les moustaches, on ne voit pas 2 heures parce qu'il adore la halte. Là, le gamin ou gamine, mâle ou femelle, est étonné. Bon, il ne déteste pas, mais quant à dire qu'il adore, c'est un peu fort, vous voyez. La professionnelle va dire, c'est pas sûr, il pleure beaucoup. Alors là, le gamin est surpris aussi, parce qu'il pleure jamais. De quoi elle se parle? Ben, elle se parle d'elle, en tant que femme. On va y revenir. Donc cette question-là, hein, évolution du travail féminin, c'est formidable en soi, c'est un progrès, et ça a changé complètement les rapports hommes-femmes. C'est précisément ce qui a créé ce qu'on a appelé ces pères nouveaux actuellement. Ça a obligé l'homme à repenser différemment la place de la femme. C'est beau, hein?
Mais, petite parenthèse, pour que vous voyez que ce que je vous dis là est plus précis que ça, on peut l'imaginer. Si on prend l'évolution de la loi, eh bien, la loi sur l'autorité. La loi sur l'autorité actuellement porte le nom d'autorité parentale conjointe. C'est la loi Malhuret de 1987 qui avait envisagé la garde alternée, qui a été annulée, puis reprise en 2002, etc. Autorité parentale conjointe, 1987. Comment s'appelait cette loi avant? Eh bien, dans les années 70, en France, cette loi s'appelait loi sur la puissance paternelle. D'accord? C'est-à-dire qu'on est en France, quand je dis la famille, elle bouge de mieux en mieux. En France, en 1970, les mères n'avaient légalement aucune autorité sur la famille, sur leurs enfants. Elles n'existaient pas. Vous vous rendez compte le boulot qui a été fait? Alors elles sont mises à exister. Formidable. Petite parenthèse, au niveau des représentations, si je vous dis autorité du père, vous allez dire, ah ben ça oui. Je faisais allusion à Naouri, qui lui, en fonction de sa propre histoire d'homme, surfe sur le fait que les pères perdent toute autorité, qu'il faut maintenant les ressaisir, il faut que le père, ça redevienne le papa ours, et que maman, elle ne s'occupe pas de l'éducation. Enfin, bon, c'est du vieux truc ringard. Hein. J'appelle le père Fouettard, on fait les tournées ensemble, on s'engueule à plein temps, puis on mange bien après. Mais ça a obligé les pères à se repositionner. Mais dites donc, il faut que les neurones l'intègrent. Pourquoi? Parce que ces pères, ces hommes, et ce matin, j'aimais bien, non pas la confusion, mais le parallélisme entre le père-mère et le masculin, le féminin. On est en train d'inventer un nouveau masculin, un nouveau féminin. N'est-ce pas? Un féminin qui a le droit de vivre sa propre vie, de s'occuper de soi, etc. Un masculin qui n'est pas forcément le bûcheron rugbyman, voire plus haut dans le texte. Mais se posent des questions. On a vu qu'il y avait des pères. Il y en a même qui prennent des congés parentaux, dites donc. Alors j'ai une amie, elle a beaucoup de chance, parce que son mari gagne bien. Elle a pu prendre un congé parental. Quelle chance. Par contre, j'en ai une autre, la pauvre. Comme elle gagne plus, c'est elle qui bosse. Et lui, il a pris un congé parental. Oh, c'est un feignant, joue de la guitare, tu vois le genre. C'est un artiste. Je vous décris exactement la même situation familiale. Ça n'étonnera plus personne dans 20 ans. Mais pour l'instant, vous voyez les séquelles. Si on était en Suède, et je vais assez régulièrement en début janvier à Stockholm, j'ose jamais dire un truc comme ça à Stockholm. Pourquoi? Parce que quand on entre dans une crèche, il y a autant d'hommes que de femmes qui bossent en Suède. Actuellement, vous avez un homme ministre, Björn Jacobson, qui a demandé à bosser à mi-temps pour garder ses gamins. D'accord? Ça vient du Nord. Hein? En France, on a Rachida Dati, vous voyez, qui reprend au bout de 3 jours. Donc, il y a encore du boulot. Et comme je dis, les pères, ils sont de plus en plus extraordinaires. Oh, dites donc, ils participent à l'accompagnement au cours de la grossesse. Accompagnement, petite parenthèse, au Québec, c'est de l'accompagnement à la parentalité. En France, on est très technique, donc on fait de la préparation à l'accouchement. C'est un peu différent, hein? C'est très technique. Alors la femme arrive, on l'allonge, elle apprend à faire le petit chien pour maîtriser la respiration. Puis comme on a vu qu'il y avait des mecs, on les invite quand même un peu, maintenant qu'il y a des pères qui essayent de s'intéresser à la chose, donc ils sont allongés au milieu de femmes qui ont des gros bides, et ils font le petit chien. La sage-femme, à vrai dire, est peu attentive à eux, parce que qu'ils y arrivent ou pas à contrôler la respiration, on s'en fout, vu que s'ils assistent à l'accouchement, ils sont sans doute sous oxygène. Donc c'est pas indispensable de faire le petit chien. Mais c'est très important, j'insiste auprès de vous, les pères sont de plus en plus extraordinaires, mais il faut encore leur donner les moyens. Ils innovent complètement, eux. Ils ont très rarement vu leur propre père être comme ça. Alors ils commencent à piquer le féminin, ils vont porter l'enfant sur le ventre, ils vont, etc. Ça, c'est une première étape, n'est-ce pas? Réinventons du masculin. J'étais il y a peu de temps à Toulouse, dans une crèche, où j'ai passé la journée. La directrice de la crèche me dit, oh, on a un papa extraordinaire. Il a pris une réduction du temps de travail, c'est lui qui vient chercher sa petite Nina, 13 mois, à la crèche tous les jours. Ce papa, la directrice me dit, ah, toute la journée, elle me parlait du papa. J'étais un peu jaloux, j'en avais marre du papa. Arrive vers 15h30, 16h, le papa. Bon,
sud-ouest. Hein. Donc, j'avais pas vu au début, j'avais vu de l'ombre. Après, j'ai levé les yeux et j'ai vu les trous de nez. Il y avait le papa au-dessus. C'était le modèle rugbyman, vous voyez. Ah ben, je lui dis, vous êtes un héros, hein, vraiment. Depuis ce matin, on n'arrête pas de me parler de vous. La directrice, d'ailleurs, avait changé de tronche en voyant le papa, vous voyez. Elle avait l'air normale au début. Quand elle l'a vu, elle ressemblait à Marilyn. Vous voyez, la jupe se soulevait. Bonjour, monsieur. Vous voyez, on sentait que ça manquait un peu de masculin, la petite enfance. Je te jure, moi, elle ne me l'avait pas fait le matin. Alors ce papa, donc, était un super papa. Moi, dans mon boulot, je filme beaucoup les situations où les parents sont. Eh bien, j'ai regretté de ne pas filmer, là, la séquence suivante. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le matin, le pédiatre de la crèche était passé et avait vu la petite Nina, la petite gamine du Guyane, et puis il trouvait qu'elle était un peu mal foutue, donc il fallait lui donner un peu un bain frais en rentrant, qu'il ne fallait pas trop la couvrir. Pour lui, il y avait un certain nombre de préconisations. Et si j'avais filmé, je vous aurais montré le film, parce que vous auriez entendu 10 à 11 fois la même phrase. Alors, le docteur a dit qu'il faudrait lui donner un bain frais. Vous le direz à votre femme. Hein. Après, il faudra qu'elle ne soit pas trop couverte pour la nuit. Vous le direz à votre femme. C'est-à-dire que ce papa était un type génial, mais il était trop con pour comprendre. D'accord? Si elle avait parlé à la femme, elle n'aurait pas dit, vous le direz à votre mari. Hein. À la fin, elle aurait dit, vous direz bonjour à votre mari. Hein. Oh. Donc, si vous voulez, j'étais un peu inquiet ce matin en tant que sociologue, spécialiste de la famille, si je puis dire, d'un regard négatif, parce que c'est vrai que les parents sont fragiles. Pourquoi? Ils sont fragiles. Et, bien traitant, on va le voir tout de suite, l'intérêt est de les accompagner, de leur donner confiance. J'ai eu la chance pendant 22 ans d'être amicalement dans le sillage direct d'une grande dame qui a commencé par être folle, qui a fini par être sainte, c'était Françoise Dolto, qui était un peu folle et sainte. Au début des années 70, on disait qu'elle travaillait avec la vieille folle qui parle au bébé. En 75, elle est devenue sainte grâce aux émissions Lorsque l'enfant paraît sur France Inter avec Jacques Pradel, avant qu'il ne soit perdu de vue, comme quoi certains devraient s'arrêter plus tôt. Mais elle a été sanctifiée, elle a eu 13 ans de sanctification. Et elle, dans les dernières années de sa vie, elle est morte en août 88, elle nous disait une phrase forte. C'est elle qui a senti l'évolution de la famille, la fragilité, elle a senti tous ces trucs-là. Et elle nous disait, début, milieu des années 80, et je vous dis à la virgule près la phrase, des spécialistes risquent de construire leur fonds de commerce sur le sentiment d'incompétence des parents. N'est-ce pas? Cette phrase est très forte. Des spécialistes, elle est morte, elle a eu la chance de mourir avant de connaître Super Nanny, qui l'a rejoint, mais pas sur le même nuage. Hein. Moi, je suis très jeune, Super Nanny, parce que quand elle est morte, j'ai écrit à Fremantle Productions pour proposer d'être super papy, et ils ne m'ont pas répondu. Mais c'est terrible. Ces livres, ces méthodes, Gélay, bon, la première qui a senti le créneau, c'est Laurence Pernou, hein, Gélay, mon bébé, etc. Ces spécialistes qui ont senti que, et on va en reparler, bientraitance, réseau, créer du lien entre parents, n'est-ce pas, que des savoirs de base qui permettent d'être parents, on laisse de côté l'instinct. Petite parenthèse publicitaire, ou pas, surtout pas. Si vous vous intéressez au fameux instinct maternel, tapez sur Internet ce soir, vous l'avez peut-être déjà fait, maternage proximal. Tapez maternage proximal. Soyez bien assis pour ne pas tomber à la renverse. Une théorie américaine qui fait un tabac aux États-Unis et qui depuis 4-5 ans vient en France, où tout part de l'instinct. Alors c'est le co-sleeping, jusqu'au mariage quoi, de l'enfant, hein, faut qu'il dorme avec ses parents. Il faut s'arrêter quelques semaines avant, mais vraiment hein, le cododo, l'allaitement, alors hors allaitement, point de salut, bien évidemment, petite parenthèse, comme je disais tout à l'heure, la bientraitance, on va le voir, c'est valoriser le choix d'un parent. Donner des éléments pour que ce choix soit éclairé. Mais pas imposer un choix. Bon, quand on voit pendant un temps, il y a quelques décennies, l'allaitement était proscrit et seul le biberon, les bonnes mères donnaient le biberon. Et qu'actuellement, il y a un lobbying, sans parler de la Little League et autres, qui laisse penser que si on n'allait pas, c'est qu'on est une mauvaise mère. Je caricature à peine, vous le savez bien. Je travaille beaucoup avec des sages-femmes qui sont très inquiètes de voir la pression mise sur la tête de femmes qui, dans la tête de femmes qui, pour des raisons XY qui les regardent, ont choisi de ne pas allaiter. N'est-ce pas? On est dans la maltraitance, là. Alors, le maternage proximal, eh bien, vous pourrez voir que... Alors, l'enfant, alors là aussi, l'une des grandes autorités, c'est de mettre des couches aux enfants. Je parle du maternage proximal, hein. Il ne peut jamais bien contrôler ses sphincters s'il a des couches.
il faut mettre aucune couche, jamais. Vous de voir, hein, mais vous avez intérêt à ne pas avoir de moquette quand même, hein, faites gaffe. Hein. Un truc de délire, où le docteur machin, donc j'ai oublié le nom rapidos, donne une méthode idéale, avec l'instinct. Alors c'est que la mère hein, qui s'en occupe, le père il bosse, hein. D'accord? Et la mère elle a l'instinct. Elle a l'instinct, alors c'est important, j'ai fait une enquête sur l'instinct dans les maternités, et je rencontrais intimement plein de nanas qui me disaient, mais j'ai pas l'instinct. Et les autres, j'aurais demandé, ils m'ont dit qu'elles l'avaient. Je suis la seule à pas avoir l'instinct, dites donc. Alors quand vous en interviewez 10 comme ça, et qu'il y en a 9 qui vous disent, j'ai pas l'instinct, mais je suis la seule. On voit qu'on a un boulot à faire par rapport à cela. Par contre, c'est vrai que, et là je reviens à Dolto, elle a senti, pour des raisons démographiques, etc., que la famille allait être fragile. Quand je dis les raisons démographiques, par exemple, l'aspect population, urbanisation, le nombre de gens, on est dans les années 70. Alors je ne vais pas encore vous faire de la socio, mais si on prend l'aspect démographique, en 1960, en France, 80% de la population habite en milieu rural ou semi-rural. En 1980, 20 ans plus tard, le contraire. 80% de la population habite en milieu urbain ou semi-urbain. C'est une bombe. Petite parenthèse, j'étudie beaucoup ces questions démographiques et leur incidence sur les isolements. Et on voit actuellement exactement le contraire, c'est les fameux néo-ruraux. Ça fait moins de 10 ans, ça fait 7-8 ans que pour des questions d'habitat en milieu urbain, pour des questions de télétravail, on voit des jeunes parents par exemple qui vont habiter dans des lieux un peu idéalisés, le TGV, à 1 heure de TGV, dans la région du Mans par exemple, ou des régions un peu idéalisées. On est allé en vacances, on n'a pas de famille sur place, mais il faisait beau, c'était bien, etc., vont habiter là. Et sont dans un isolement total, avec des parents, je vois en milieu rural, qui ont été habitués en faisant milieu urbain à avoir des crèches, à avoir un tas de trucs, et qui par définition ont que dalle, mais avec du lien de proximité qui n'existe pas si ça ne se fait pas dans la durée. Ça serait vachement bien si des gens mis côte à côte fassent la démarche d'aller voir les autres. Non. Sentiment d'insécurité, peur de gêner. Quand on est côte à côte, on a très vite peur de déranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une masse d'infos, d'où les spécialistes qui font leur business, hein, avec des infos de base. J'ai fait une enquête il y a quelques années sur l'allaitement, hein, c'est une obsession, l'allaitement maternel. J'étais étonné du nombre de mamans qui me répondaient en termes médicaux. Pourquoi avez-vous choisi l'allaitement maternel? Sur une centaine, il y en avait plus de 80, il y en a 82 exactement, qui m'avaient répondu pour une question de protéines, lipides, oligo-éléments, anticorps, etc. J'imaginais ce que donnaient ces femmes qui donnaient le sein en pensant aux anticorps. Voyez? Et beaucoup se plaignaient, notamment dans les gros plateaux techniques, là où il y a un scanner au mètre carré, et au bout de 3 jours, on est foutu dehors, qui repartaient en ne sachant pas donner le sein, et qui se retrouvaient chez elles complètement larguées. On est loin de la bientraitance, vous voyez bien, on va décrire la bientraitance, mais il y a un vrai travail d'accompagnement à faire. Dolto l'a senti, ça. 1970, c'est là où les choses ont beaucoup bougé, travail féminin et autres. Eh bien, elle a dit, elle nous disait, il faudrait reconstituer, il faudrait réinventer des lavoirs, disait-elle. Des lavoirs, n'est-ce pas? C'est-à-dire des lieux où il n'y a pas des spécialistes, mais une femme qui attend un enfant puisse se rencontrer d'autres qui en a déjà eu. Et qui ne disent pas, je suis spécialiste du truc, mais avec mon premier, je me suis pris comme ça, etc. Elle appelait ça le lavoir, c'était dans les tuyaux. En 1975, elle appelait ça la place de village. Et puis en 1976, elle a fait une série de conférences, qu'elle raconte d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Dialogue québécois, au Québec, où elle a vu ce qui là-bas existe, j'y vis 1 mois par an, hein, depuis 1995, des maisons ouvertes. Maisons ouvertes, c'est des lieux d'accueil enfants-parents. Maintenant, on est là, je ne sais pas comment on dit en France. Hein, des lieux d'accueil, c'est-à-dire des endroits où des parents peuvent rencontrer d'autres. N'est-ce pas? Elle a vu ça, et dans le livre Dialogue québécois, elle raconte que, en revenant du Québec, dans le vol Montréal-Paris, elle a enlevé le « ou », et c'est devenu en 1978 les maisons vertes. N'est-ce pas? Les maisons vertes, et je me souviens, je travaillais à la Fondation de France à l'époque, on avait financé son truc, et on l'aidait un peu à faire reconnaître ce truc-là. Elle était emmerdée jusqu'à la moelle, la pauvre, hein, parce qu'on lui disait, c'est des lieux de thérapie.
Elle disait non. Mais c'est des lieux de garde. Ah ben non, les parents y viennent. C'est des lieux de médiation familiale. Oh ben non. Alors à la fin, elle avait ras-le-bol. Alors elle disait, c'est essentiel, mais ça sert à rien. Heureusement qu'elle était une icône, donc elle a obtenu des subventions. Hein. Mais en fait, besoin de lieux où une parole peut se libérer. Petite parenthèse, de plus en plus naissent des groupes de parole. Mais, j'ai fait avec beaucoup de gens partie des gens qui disaient il faut créer des groupes de parole. Maintenant, je fais partie des gens qui disent attention, il ne suffit pas d'une cafetière pour qu'il y ait un groupe de parole. C'est-à-dire qu'animer un groupe de parole, ça suppose une compétence. Et si quelqu'un qui n'a pas cette compétence anime, s'il y a une vraie parole profonde qui se libère, ça peut y exploser à la tronche. Se pose la question des moyens, encore une fois, qu'on se donne. Donc, Dolto avait beaucoup insisté pour créer, encore une fois, des lieux, parce qu'elle a senti quoi? Elle a senti que l'évolution démographique, le changement des rapports hommes-femmes, le changement de l'image, des représentations, lent à se faire, fabriquaient des isolements. Isolement au pluriel. Isolement géographique, isolement par non-conformité au modèle, n'est-ce pas? Beaucoup de parents ou de grands-parents se sentent isolés parce qu'ils ne correspondent pas au modèle. Alors, plantons quelques décors. Ça va, là, vous tenez le choc encore? C'est la partie la plus difficile, hein. Après ça va devenir structuré. Quelques décors autour de la notion de bientraitance. La bientraitance sous-tendant justement cet accompagnement respectueux des parents. Premier décor, on va dire que pour être bien traitant, il faut être bien traité. On y reviendra en deux mots par rapport aux professionnels chargés de la bientraitance. N'est-ce pas? Le deuxième éclairage, de dire par exemple que les parents sont les premiers éducateurs, franchement. Et psychosociologue qui vient vous raconter des bêtises pareilles. On le sait ça, mais non, je vais vous rajouter un deuxième truc. Bien sûr, les parents sont les premiers éducateurs. Il faut faire gaffe de ne pas l'oublier. Petite parenthèse, les parents qui se croient nuls peuvent mettre des professionnels à leur place de parents. Je sais qu'il y a des gens, des animatrices responsables de relais, assistantes maternelles. Moi, je suis dans ce cas-là. Je vais aller voir une animatrice de relais assistante maternelle pour avoir des adresses d'assistantes maternelles. Et elle va m'en donner 3 ou 4. Mais je vais lui dire, mais ça serait le vôtre, vous le mettriez chez laquelle? Hein? Je mets mon enfant à la crèche. Et puis, j'ai entendu ce matin, hein, est-ce que je vais être aimé si je lui dis non? Peur de ne pas être aimé. Donc, enfant roi, j'ai eu laissé faire toutes les bêtises le week-end. Mais je vais l'amener chez l'assistante maternelle ou à la crèche le lundi, et je vais dire, on va lui dire à la tati les bêtises que tu as fait ce week-end. Elle va te disputer. Eh bien non, les professionnels compétents vont savoir, bientraitance, me remettre moi dans ma peau de parent et me dire que, avec elle, avec cette professionnelle, si notre enfant fait des bêtises, qu'elle estime être des bêtises, elle va agir, mais pas agir à notre place, qui est la notion de juste place. On va y revenir dans 3 secondes. Donc, parents, premiers éducateurs, c'est vrai, ne l'oublions pas. C'est pas simple, hein, dites donc. On bosse en crèche, et puis on passe tellement de temps avec les parents, avec les enfants, que c'est nous qui découvrons tous les premiers trucs. Les premiers pas, la première dent, c'est nous qu'on l'a vu. Eh ben, faut pas le dire. Alors, c'est tentant de le dire. Et c'est vrai que pour certains parents, ça serait bien de l'entendre. Mais c'est moins dangereux de ne pas le dire. En clair, les professionnels de la petite enfance, voilà, prendre l'assistante maternelle par exemple, doivent faire 2 ans d'études en plus. 1 an de diplomatie et 1 an d'art dramatique. Hein? Pourquoi? Figurez-vous que le mardi, elles ont vu chez elles, ou à la crèche, voyez là, le loupio qui marchait. Elles sont fières. Et bien le soir, elles disent que dalle. C'est la diplomatie. Le lendemain, les parents se repointent, ils ramènent l'enfant, et ils disent rien. Et le mercredi, ils marchent. Ben, le soir, elles ne vont encore rien dire. Pareil le jeudi, pareil le vendredi. Le vendredi soir, elle ne dit rien. Elle attend le week-end. Diplomatie. Et le lundi, il y a les 2 parents qui se pointent en disant, on va lui dire, il marche. Ben, grâce aux études d'art dramatique, elle va pouvoir dire ça alors. Alors que ça fait 1 semaine qu'elle l'a vu. Mais on est dans de l'art, gros mot,
parentalisation, c'est-à-dire laisser les parents, bien que peu, pas assez disponibles parce qu'ils bossent beaucoup, on l'a dit ce matin, découvrir par eux-mêmes les premiers trucs de leur enfant. Faisons gaffe de ne pas prendre, encore une fois, leur place. Alors, le paradoxe, parents premiers éducateurs, c'est vrai, mais huis clos familial pathogène. On a parlé d'isolement tout à l'heure, d'enfermement. Vous avez peut-être à la maison des enfants très énergiques. Ils sont de plus en plus énergiques, nos enfants, vous avez vu? Avant, ils étaient calmes, il y a 30 ans. On les emmaillotait. On les mettait dans des crèches, dans des landaux, dans des berceaux, dans des lits à barreaux. Ils ne pouvaient pas bouger. Donc, ils étaient calmes. Au bout d'un an, on enlevait les bandelettes. Le temps qu'ils fassent des moulinets avec les bras, on avait gagné 6 mois. Maintenant, ils sont fous. C'est des délinquants, les bébés. Hein. On l'a entendu ce matin, hein, les bébés délinquants, hein, je vous jure. En plus, vous avez des gens irresponsables. Vous en avez il y a 30 ans qui ont écrit des bouquins du style L'explorateur nu. Il faut être inconscient. Avec des enfants nus qu'on met par terre, qui grimpent sur des montagnes mousses. Enfin, c'est bon. C'est vrai que les bébés sont délinquants, je vous le jure. Hein. Si vous ne me croyez pas, vous allez un jour dans une crèche, ce que je fais souvent, et j'observe des bébés entre eux, et je m'arrange pour les remplacer par des adultes. Et bien, vous appelez la police tout de suite. Hein. Vous avez un petit mec qui arrive vers une belle petite nana, il trouve qu'elle est à croquer, il arrive, il croque. Il mord. La morsure, un peu évoquée ce matin par M. Maillot, serait intéressante à aborder, parce qu'il y a souvent une relation aussi entre la morsure et le langage, enfin, les mots qui ne sortent pas encore assez bien, etc. Vous connaissez bien la morsure. Il croque. Vous imaginez, vous êtes dans la rue, il y a un mec qui arrive, qui vous mord. Bon. Vous les mettez à table. Bon. Eh bien, le premier truc que fait notre cloupio, mâle ou femelle, c'est de piquer l'assiette du voisin. Si vous êtes au resto, que le voisin, voisine vous pique l'assiette, vous lui fichez une tarte quand même. Hein. Donc, les bébés sont des délinquants. Vous avez à la maison, donc, ou dans votre entourage, des jeunes, des bébés très énergiques. Que faire quand on a des bébés énergiques? J'insiste sur le danger du huis clos familial. Quand on a des bébés énergiques, il faut faire gaffe à ce que nous dit l'environnement. Autour, on va nous dire, dis donc, ton enfant, hein, qu'est-ce qu'il est énergique. Hein. D'autres vont dire, drôlement actif. D'autres vont dire, il n'est pas un peu hyperactif. D'autres, plus spécialisés, vont dire, t'as essayé la Ritaline? Non, laissez le Québec, pays que j'aime, plus de 25% des mômes de 8 à 15 ans sont sous Ritaline. D'accord, hein? C'est une amphétamine. J'ai commencé à bosser en 95 sur les enfants hyperactifs, le thème qui avait été demandé, parce que les parents au Québec demandaient des distributeurs de Ritaline dans les rues de Montréal. Quand ils n'en avaient pas pendant le week-end, les enfants grimpaient au rideau. D'accord? Le gouvernement a eu l'intelligence de faire une enquête pour savoir d'où ça venait. D'où ça venait? Ce qu'on mettait en évidence, nous et d'autres, c'est que souvent c'était lié, petite parenthèse, au mode alimentaire. Non pas en Burger King, tomato ketchup, McDo, quoique, mais parce qu'on ne mangeait jamais ensemble. Et c'est pour ça que cette pathologie est née dans le continent nord-américain. Il y avait pratiquement plus de temps sociaux, en famille, où on était assis à table ensemble. C'est-à-dire que chacun était en électron libre. Le père arrivait casser la graine, la mère un peu plus tard au frigo. Les ados, hein, piquer, c'est le pique dans le même frigo. C'est dit ce matin. Hein. La petite sœur prenait 2 Toblerones, le grand frère un plateau de télé, partait dans la chambre faire la tronche à titre préventif. Et en zappant, je travaille actuellement beaucoup sur les enfants en zapping. Quand je vois des parents qui me disent « oh bah, le mien, il n'est pas hyperactif, il peut rester des heures devant la télé », je fais tout sauf les rassurer. Hein. Tous les enfants hyperactifs peuvent rester des heures devant la télé, vu que c'est elle qui est hyperactive. Hein. Donc, revenons au Québec. Ritaline. Vous avez les enfants énergiques et on vous dit qu'est-ce qu'il est hyperactif, tiens, que faire? Surtout pas prendre de la Ritaline. Mais, quelle solution? Tiens, le lien social. Le prêter à des amis pour le week-end. Quand on a un enfant très énergique. Alors, c'est expérimental, hein? Donc il faut choisir des amis qu'on a le moins peur de perdre. Pourquoi le prêter à des amis pour le week-end? Pour développer, comme ça a été évoqué ce matin, la frustration chez l'enfant, je ne suis pas le centre du monde, et pour vivre un week-end en amoureux. Hein? Surtout quand il dort entre nous et qu'on n'a plus le temps, comme c'était dit ce matin, de se faire des câlins. Un week-end en amoureux. Oh, on l'amène le samedi, ça fait 1 an qu'on n'a pas été ensemble. On l'amène chez les amis, le samedi matin, on se débine en vitesse pour pas qu'ils nous le rendent, et on se retrouve dans la voiture.
Qui est dans la voiture? Un père et une mère ou un homme et une femme? C'est souvent assez compliqué. Dans la voiture, en général, souvent, c'est un homme et une mère. Mais ça peut être une femme et un père. Hein. C'est le même truc. Imaginons le cas plus classique, un homme et une mère. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pareils. L'homme, il dit, chouette, je vais récupérer ma femme. La mère, elle dit, on aurait dû prendre le petit. Alors vous en avez les plus malades que d'autres. Hein. Si elle est coupable de s'occuper d'elle, hein, par plus haut dans le texte, eh bien, vous en avez qui mettent 2 heures, 3 heures, 4 heures à se soigner. Certaines, la journée. Si elles mettent 2 jours, c'est mal barré, côté conjugalité, vous voyez. En règle générale, love, ça finit bien. Le dimanche soir, on revient, oh, ça va mieux, on s'est retrouvés. On va récupérer notre loupiou. On se dit, ne plus jamais vouloir nous le prendre. Eh bien, faites l'expérience, hein, 99 fois sur 100, les amis sont devant la maison en disant, qu'est-ce qu'il est gentil, hein. Il est sage, il nous a aidés à mettre la table. À la maison, on ne veut pas en foutre une rame, dites donc. Il faut presque lui envoyer un mail pour dire, tu viens manger, le repas est prêt. C'est pas le nôtre, rassurez-vous. Dès qu'il est dans notre voiture, il redevient le nôtre. Donc, c'est très important de ne pas être seul. Pourquoi? Si on a des enfants, alors ils sont variables les uns les autres. Certains vont accepter vite les limites, le non, les sanctions. Les petites sanctions vont être efficaces. Et puis vous en avez peut-être à la maison, les plus énergiques, qui vont être dans la tribu des même pas mal. Alors ça grimpe en conflit, c'est crevant en tant que parent d'être toujours en conflit avec nos loupiaux. D'où l'intérêt de les filer à d'autres. Parce qu'avec les autres, ils vont accepter beaucoup plus facilement. Problème, encore une fois, du huis clos familial. On parlait ce matin de le faire dormir dans sa chambre. C'est dur déjà quand on est 2. Mais quand on est seul, c'est encore plus dur. Parce que la place à côté de maman, plus fréquemment maman, elle est libre. N'est-ce pas? Et même quand on est 2, dites donc, un jour, papa décide, il a parlé avec des copains, il vient de se rendre compte que depuis 13 mois, la mère du petit, c'était sa femme. Il a un grand projet éducatif, faire dormir le loupio dans sa chambre. Il faut dire que pendant la grossesse, ils en avaient mis de l'énergie à faire une belle chambre. Mais il n'y avait jamais dormi. Là, il met le petit dans la chambre. Le loupio est dans sa chambre et entend dans la chambre de papa-maman des bruits d'hommes et de femmes. Il n'a jamais entendu des bruits pareils. Ils font la fête et je ne suis pas invité. Frustration totale. Il a 13 mois et il va à la crèche. Heureusement, il y a un vieux à la crèche qui a 2 ans, c'est un redoublant. C'était une année où il n'y avait pas de risque de fermeture de classe. Donc on les prenait qu'à 3 ans. Beaucoup d'expérience, le vieux. Alors moi, à 13 mois, je lui dis, je suis tombé dans une famille pas à gaille, dis donc. Ils me font dormir dans la chambre et j'entends dans leur chambre des bruits. Oh oui, je sais, moi aussi ils me l'ont fait. Mais c'est très simple, les choses peuvent facilement rentrer dans l'ordre. Tu pleures. Je lui ai dit, c'est obligé que ça marche. Ah oui, il m'a fait un cours, il a beaucoup d'expérience. Hein. Il m'a dit, c'est une question des oreilles. D'après lui. Parce que papa et maman, ils n'ont pas les mêmes oreilles. D'après le vieux. Il m'a dit, maman, elle a des oreilles faites pour pas entendre un marteau-piqueur, mais entendre quand tu pleures. Et papa, il a des oreilles faites pour dormir. Donc, tu pleures. J'ai essayé le soir, écoutez rien, je les ai laissés faire la fête, un quart d'heure pour se poser. J'ai pleuré. Et bien, ma socialisation a failli être en marche. Maman a réveillé papa en disant, t'entends, il pleure. Papa a ouvert une paupière et a dit, quand il en aura marre, il s'arrêtera. Mais le copain m'avait prévenu, il avait dit, camarade, continue le combat. Il y en a des plus résistants que d'autres. Donc j'ai continué à pleurer. Au bout d'un quart d'heure, maman a réveillé papa. T'entends, il continue. Papa ronflait. Maman a eu une excellente idée. Je vais le faire dormir entre nous, ça va le calmer. Et bien ça m'a calmé illico, dites donc. J'avais retrouvé ma place, sauf que la scène d'après était bizarre. Parce que papa a ouvert l'autre paupière et a dit, qu'est-ce qu'il fout là? Papa est quelqu'un d'extrêmement important, donc le lendemain il avait une réunion extrêmement importante, donc il fallait qu'il dorme. Il a pris la couette et il a dit, je vais dormir dans la chambre du petit. Toute ressemblance avec des propos de ce matin est possible. Comme papa est quelqu'un d'extrêmement prévoyant, il s'est dit, le lendemain il va encore recommencer son cirque, je vais dormir dans le canapé du salon. N'est-ce pas? On voit bien donc toute la solidité. On a parlé de fragilité, d'isolement, qu'il faut à des parents pour savoir dire non, pour mettre l'enfant à sa juste place. Juste place, c'est quoi? Quelle est la place d'un enfant? Ben, je vais vous dire une petite phrase qui va encore redescendre, si c'est possible, le niveau de l'exposé. La seule place qu'un enfant peut avoir vis-à-vis de ses parents, c'est d'être l'enfant de ses parents.
et je vous parle autant de bébés que d'ados, hein, d'être l'enfant de ses parents. Bah oui, oui, pas être autre chose. Bah si. Je vois sur le terrain des enfants qui sont les conjoints de leurs parents et qui n'en sont pas capables. Je vois des enfants qui sont les parents de leurs parents. On a parlé beaucoup de cela ce matin dans les interventions, avec des décisions à prendre, n'est-ce pas? Des enfants, on parle de confidence, hein, à qui on dit des choses qu'ils n'ont pas à entendre, n'est-ce pas? Quand je vois la fameuse loi Maluret, qui est formidable au niveau des divorces, il est prévu qu'un enfant qui a plus de 12 ans, dans les cas de divorce, doit être entendu par le juge. Il m'arrive très régulièrement de rencontrer des juges, j'en ai rencontré un il y a moins de 15 jours, qui se prévaut, dans les cas de divorce, de demander à un enfant de choisir entre le père et la mère pour la garde. J'ai ma carte de psy, je laisse la carte. Ça peut rapporter des clients, ce type de truc. Aucun enfant ne peut être le conjoint de ses parents, aucun enfant ne peut être le parent, aucun enfant ne peut être le thérapeute, aucun enfant ne peut être une solution, tous peuvent être un problème, je suis d'accord avec vous. Aucun enfant ne peut être le punching ball. Et pourtant, ce qui va peut-être mal dans la famille, et ça a été évoqué parfaitement ce matin, c'est que l'enfant de plus en plus prend une place qu'il n'est pas en mesure de prendre, et qui n'est pas son rôle. En tant que sociologue, pour travailler, je suis sur le terrain, j'observe ce qui s'y passe, mais j'ai aussi la chance d'avoir un ami qui est publicitaire, et qui est un bon publicitaire, il n'a pas de Rolex, hein, mais il fait beaucoup de pubs à la télé. Les publicitaires, ils n'ont pas trop droit à l'erreur, donc à chaque fois qu'il représente une famille, je lui demande quelles sont les positions dans lesquelles il doit représenter la famille, les images. Il y a une dizaine d'années, l'enfant existait relativement peu dans la pub. Quand il s'agissait de produits pour enfants, c'était deux femmes qui se parlaient de l'intérêt du produit. Actuellement, les pères, j'en ai parlé, on en a parlé ce matin, eh bien, ils cassent les pieds à la société, parce qu'ils sont de plus en plus extraordinaires dans leur mouvement. Et ça dérange les représentations. Hein, père, mère, machin, truc, c'est dérangeant. Eh bien, cet ami a pour demande à chaque fois de représenter des pères de plus en plus idiots, des pères nuls, et des enfants spécialistes. N'est-ce pas? Je vois dans certains de vos fronts se dégager des bouteilles de lait. J'en ai vu plusieurs. Hein. Vous voyez, vous avez entièrement raison. Vous avez des pères, ils sont bêtes. Ils sont dans leur cuisine. Ils ont une bouteille de lait devant le nez. Ils ne savent même pas qu'il y a des oméga 3 dedans. Voire des oméga 6. On fait le coup des oméga 6, mais on ne sait déjà pas ce que c'est que des oméga 3. On a intérêt à réviser. Ils ne savent pas, tellement ils sont bêtes. Et alors, leur fille, heureusement, de 7 ans, a fait médecine. Elle leur explique les oméga 3, la fille. Et pour bien montrer que le père est nul, au bout de la cuisine, vous avez la mère qui dit bah, tout le monde le sait, le père. Oh. Alors je pourrais vous citer plein de pubs, EDF et autres, hein, où l'enfant est adulte. N'est-ce pas? Vous avez des modes bizarres. Si vous regardez sur Internet le comptoir des cotonniers, vous pourrez voir les fringues mère-fille pareilles. N'est-ce pas? Alors la mère, elle est assise, parce qu'elle est un peu plus vieille, elle est naze. Hein. Il y a une chaise, elle est assise, et la fille, elle est svelte debout, mais elles ont les mêmes fringues. En tant que sociologue, je dois beaucoup, dans ma carrière, à Alain Afflelou, je disais tout à l'heure, qui, quand il a lancé ses premières lunettes, avait une publicité formidable. Il y avait deux visages, une jeune femme et la mère. Elles avaient les mêmes lunettes, le slogan étant « Laquelle est la mère, laquelle est la fille ?» J'essaye de vous dire là, pour parler de la famille de demain, que la famille, elle se porte de mieux en mieux, mais que le danger, c'est les flous dans les rôles. Redéfinition bien les rôles, et y compris le rôle de l'enfant. Encore une fois, à sa juste place d'enfant. Alors, rapidos en deux mots, justement, et là on va en finir là, la notion de bientraitance. La bientraitance, c'est pas un concept, n'est-ce pas? En France, on est fort en concept, ça veut dire le soutien à la fonction parentale. C'est un concept, là. Hein? Non, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est une sensibilité. Et c'est pas, et on l'a dit ce matin, et on le sait, c'est pas le contraire de la maltraitance. La bientraitance, c'est pour moi 7 mots clés. 7 mots clés qui sous-tendent la bientraitance. Petite parenthèse, quand on parle d'éducation d'un enfant, on est toujours dans un triangle. Le triangle qui relie l'enfant, ses parents et le monde extérieur. Danger du huis clos, voire plus haut dans le texte. Les 7 mots-clés de la bientraitance, c'est la confiance. Si vous prenez le triangle, vous mettez confiance aux 3 sommets, il faut que l'enfant ait confiance en lui, il faut
que les parents aient confiance en eux, et il faut que les professionnels aient confiance en eux. Vous pouvez le décliner à l'infini, ce truc-là. Pour qu'il y ait bientraitance, il faut que le parent ait confiance en lui. Tiens, toute seconde, un arrêt sur image. Cette maman-là, elle se culpabilise de bosser. Elle entend dire, parce que son mari gagne bien sa vie, avec ce que ton mari gagne, calcule bien, c'est fou ce qu'un enfant a besoin de sa mère. Ah, les boules. Mais elle confie son enfant à une assistante maternelle. Quelle chance elle a, la maman. Le loupio ne peut pas encadrer la nounou. Dès qu'il voit l'assistante maternelle à moins de 100 mètres, il pleure. C'est mal barré pour la relation enfant-professionnel, là. Mais la maman, qu'est-ce qu'elle va bien, hein? Ça va, il m'aime. Il ne peut pas encadrer l'autre. Heureusement, ce n'est pas le cas le plus fréquent. Cet enfant, il adore l'assistante maternelle. Avec cette professionnelle, très joyeux, il découvre qu'il a le droit de vivre quelque chose d'intime avec une femme qui n'est pas sa mère, dans une maison qui n'est pas sa maison. Des fusions. Se posera beaucoup moins le problème de la cravate bleue et de la cravate rouge. N'est-ce pas? Surtout s'il y a de l'intime. Il faut une sacrée confiance pour que cet enfant puisse développer une relation intime. D'où le danger qu'il y aurait de la part de professionnels à trop en dire. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? N'est-ce pas? Trop en dire. Surtout pendant que l'enfant ne parle pas. Quand il se met à parler, c'est lui qui fait le job. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien. T'as fait quoi? On a joué. T'as joué à quoi? À rien. En langage clair, ça veut dire lâche-moi la grappe, j'en aime une autre. N'est-ce pas? Une histoire d'amour. Je fais partie des gens qui disent à des professionnels de l'enfance, comme les assistantes maternelles et autres, chose de très contesté, mais que je ne crois pas contestable, c'est qu'on n'aime jamais trop un enfant qui nous est confié. Si on sait ne pas prendre la place de l'autre, et personne ne peut prendre la place d'une maman dans la tête d'un gamin, par définition. Donc, c'est une histoire d'amour. Reprenons notre histoire en une seconde. Cet enfant, sa maman se culpabilise. Il arrive, il est mis dans les bras de l'assistante maternelle, il lui fait un grand sourire. La maman s'en va au boulot. Au revoir, au revoir. Le loupio, grand sourire à la SMAT. La maman arrête de dorade de nouveau sur l'amidale, sur le palier. Il n'a même pas pleuré. Il a fait un sourire à l'autre. Heureusement, elle a oublié son parapluie. 5 minutes après, elle revient. Excusez-moi, j'ai oublié mon parapluie, c'est pas le jour. Deuxième sourire à la nounou. Deuxième arrêt de dorade. Heureusement. Elle a oublié de dire que c'était son mari qui revenait le chercher ce soir. Vous avez des sales mômes qui mettent un quart d'heure à comprendre qu'il faut qu'ils pleurent quand la mère part. Alors si, d'une façon ou d'une autre, vous êtes dans ce cas-là, vous dites, tu pleures tout de suite, ta maman ira mieux, mais tout le boulot reste à faire. Les mots-clés de la bientraitance, c'est confiance, c'est compétence. On va le voir tout de suite en conclusion. La notion de compétence. Le troisième mot-clé, c'est la notion de cohérence. Être cohérent, être bientraitant, c'est être cohérent en tant que parent et entre parents et professionnels. Ça ne veut pas dire faire pareil, mais ça veut dire être clair sur ce qu'on fait. Hein? Quand je disais aucun enfant ne peut être le punching ball, si papa, maman élèvent un enfant autour de certains principes, mais ont envie en tant qu'homme et femme de servir du loupio au punching ball pour emmerder l'autre, on va être dans l'incohérence totale. Ils vont décréter qu'on reste à table jusqu'à ce qu'on ait fini de manger. Beau projet éducatif. Le loupio va donc se lever, mâle ou femelle, hein, pour tester la cohérence. Et puis maman va dire, tu te rassois, t'as pas fini. Mais papa, pour casser les pieds à maman, va dire, oh, il a plus faim, il peut aller jouer. D'accord? Alors je vous parle de petite enfance. Vous pouvez le trouver dans tous les domaines. J'étais il y a peu de temps dans un collège, où j'ai passé 2 jours, un collège. Vous voyez, c'est autre chose. Quand je passe 2 jours dans un collège, je me mets toujours à la même place, aux mêmes endroits, aux mêmes heures. Premier jour, 13h30, j'étais à l'entrée du collège. Je vois un jeune qui arrive avec une casquette à l'envers, il rentre dans la cour, il crache par terre. Un prof surveillait, ne dit rien. Je me dis, tiens, ça va être une pratique locale. C'est le premier jour. Hein. Deuxième jour, 13h30, même jeune, même casquette, qui rentre dans la cour, qui recrache par terre. Là, c'était un autre prof qui surveillait, il lui t'enlève la casquette, tu essuies par terre. Il a failli avoir une baston. Qui avait tort? Sans doute le jeune de cracher par terre. Mais comment pouvait-il accepter le mardi une loi contraire à celle du lundi? D'accord? Se poserait de la cohérence entre les adultes, parents et professionnels, qui interviennent autour d'un même enfant. Limite, aussi, le 4e mot-clé. Limite. Et Dolto, c'était drôle, parce qu'en 2008, c'était ses 100 ans, soi-disant, et ça avait été de bon ton de dire qu'elle était laxiste, de la dégommer un petit peu, hein, notamment ceux qui l'avaient encensé quelque temps avant. Qu'elle était laxiste. Bien que le Dolto, elle était tout sauf laxiste. Un des mots qu'elle préférait, c'était le mot interdit. Et elle s'amusait beaucoup à le couper en deux et à le décliner à l'infini. Quand ce mot-là, on le coupe en deux, interdit,
Il y a inter d'un côté, dit de l'autre, ça veut dire dit entre. Et c'est pas simplement jouer sur les mots. Un enfant roi, on en a parlé ce matin, sans interdit, est un enfant profondément seul. C'est un des grands problèmes dans notre société, les enfants je vois des bébés chefs de famille, comme je vois des ados chefs de famille. Le problème n'est pas dans la place des parents, père, mère, machin truc, mais beaucoup plus dans la place de l'enfant, à ce niveau-là. Bientraitance, respect. Bientraitance, qualité de l'accueil. Hein, bientraitance. Je n'ai pas parlé explicitement de qualité, mais quand je dis tout à l'heure, petite maternité, enfin maternité technique, où au bout de 3 jours, la femme est foutue dehors. Si je rajoute un peu PMI, protection maternelle et infantile, qui fait un boulot extraordinaire, avec le seul petit problème, d'une part d'être encore un peu plombé par une double image, médecine de pauvre et de signalement, et surtout qu'on augmente de plus en plus ses missions, à part quelques départements, en diminuant les moyens. Peut-il y avoir de la qualité si on n'a pas les moyens de faire de la qualité? C'est un vrai problème de fond, n'est-ce pas? Si on n'a pas les moyens de faire de la qualité, ben vous savez ce qu'on fait? On fait une sélection. On va dire par exemple, on va accompagner les familles dites à risque. Les familles signalées comme à risque. Et on va voir telle famille. Des familles, on peut dire qu'il y a un nouveau type de naissance à risque, ce sont les naissances à risque dans les familles où il n'y a pas de risque. Cette femme qui se retrouve complètement larguée, mais qui a un bon niveau social, qui a voulu avoir un enfant, etc., elle est peut-être complètement paumée. Mon copain Jean-Pierre Rosenzweig, juge pour enfants, président du tribunal pour enfants de Bobigny, est un type extraordinaire qui a une phrase formidable, entre autres, qui dit à qui veut l'entendre. Il dit qu'il voit en tant que juge autant de maltraitance dans les milieux aisés que dans les milieux défavorisés, sauf, et c'est son mot, que dans les milieux aisés, les murs sont plus épais. J'aime bien cette phrase. Il y a l'habitat et il y a aussi toutes les représentations. La qualité, encore une fois, c'est l'accompagnement. Je suis étonné, par exemple, tout à l'heure, que pendant la grossesse, on ne fasse pas réellement de l'accompagnement à la parentalité. Transformer un couple d'amants en un couple de parents. Et qu'il n'y ait pas plus de moyens non plus donnés pour aider un couple de parents à rester un couple d'amants, en termes d'accueil au niveau de l'enfant. Le dernier mot de la bientraitance, c'est le mot partenariat. C'est le mot partenariat, c'est le mot réseau. Alors je me méfie du mot partenariat, parce que c'est un peu la mode. Hein, on pourrait, pour paraphraser un philosophe du siècle précédent, parler de dictature du partenariat à la place du prolétariat, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben pour moi, partenariat, bientraitance, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire partenariat avec les parents, partenariat entre parents et partenariat autour des parents. La bientraitance, ce n'est pas l'affaire d'un professionnel isolé, parce que les problématiques familiales sont de plus en plus globales. Le partenariat avec, les rendre acteurs. Vous voyez, il y a un pays que j'aime bien, par exemple, c'est la Belgique, où je vais assez régulièrement. Ils sont un peu dans la logique de compétence. Ils ont tendance à regarder ce qui va. Nous, culturellement, on a tendance à regarder ce qui ne va pas. On est aux bases de la non-bientraitance, déjà là. Hein, les enfants handicapés en Belgique sont nommés des personnes merveilleuses. Hein, pourquoi? Alors je dis c'est peut-être un peu excessif. Ils me disent non, parce que ces enfants sont tellement différents qu'ils nous obligent à voir la différence. Vous, en regardant que ce qui va, très vite, on a des moules avec les enfants qui rentrent dans le moule. À 5 ans, carnet d'évaluation de fin de cycle 1. N'est-ce pas? Il faut qu'ils soient propres de bonne heure, pour rentrer tôt à la maternelle, pour savoir lire avant le CP, pour avoir une bonne 6e d'allemand. Important, hein? Parce que comme ça, c'est le bon 6e d'allemand, il fait un bac S, donc il peut plus tard faire des études de Sciences Po, dont l'homonymie avec les Sciences Po pipi précoce ne peut laisser personne indifférent. Danger, hein? Eh bien, partenariat avec... Alors en Belgique, par exemple, c'est des trucs bêtes, hein? Vous savez pas ce qu'ils font à l'école? Eh bien, en début d'année, ils ne convoquent pas les parents dans les classes, mais ils font ce qu'ils appellent des pêches aux passions. Alors les parents sont invités en début d'année pour dire quelle est leur passion. Et les enseignants, ça ne coûte pas un radis, hein, les enseignants organisent dans l'année des interventions des parents avec leur passion. C'est très drôle, parce que là où en France, on a du mal à faire venir des parents, eux, ils ne savent pas comment les foutre dehors.
les parents, là cette année j'étais dans une classe à Liège, alors il y avait des parents qui disaient, ah puis nos parents, alors ils font tel truc, il y avait un grand-père qui faisait de la country, alors il fallait emmener le grand-père en classe. Quand on a eu une fois dans sa vie, vu la tronche qui change d'un gamin, quand un parent, et a fortiori si ce parent, il n'y a pas une culture d'école, peut-être qu'il ne parle pas bien français, mais qui fait de la bonne cuisine, collection de papillons, on s'en fout. Et là, en classe, à votre santé, d'une façon valeureuse, ça change tout, n'est-ce pas? J'ai une technique pour draguer les institutrices en France, et ça marche assez bien quand on parle de réunion de parents. Alors voilà comment je m'y prends. Il y a les institutrices, et puis je leur dis, quand on pense au mal que vous vous donnez pour faire venir les parents, et le peu de parents qui viennent. Alors les instituts aiment bien noter, donc j'ai déjà 10. Vous voyez, hein? J'atteins 15 assez facilement, sans me vanter, en disant en plus, c'est toujours les mêmes qui viennent. 15. Il y a des instituts, mais vous allez voir la nôtre descend. Bon, j'atteins 18 très facilement aussi, en disant en plus ceux qui viennent, c'est ceux qui en ont le moins besoin, 18 sur 20. Mais j'ai jamais réussi à avoir 20, parce que la quatrième question, c'est toujours de dire, mais c'est peut-être de votre faute s'ils ne viennent pas. Ça se casse la gueule. Donc, la bientraitance, partenariat avec les parents, comment les impliquer? N'est-ce pas? Deuxièmement, partenariat entre, créer du réseau, réseauter. Faire en sorte que l'on soit en PMI, que l'on soit dans n'importe quel lieu professionnel, de se poser la question, quoi, notre lieu de servir à des parents entre eux, à établir des liens pour se rendre des services, des réseaux d'échange de services. Le troisième axe, c'est partenariat autour des parents. Parce que les problématiques, comme on l'a dit à l'instant, sont de plus en plus globales. Vous travaillez en crèche, puis vous avez une maman qui vous confie son enfant, et qui vous fait confiance, c'est le même mot, et qui du coup va avoir envie de se confier à vous. Elle va peut-être vous parler de ses difficultés conjugales, parce qu'elle ne sait pas trop à qui en parler. Pourtant, ça ne se passe pas bien à la maison. Qu'allez-vous faire face à cette maman qui vous parle de ses difficultés conjugales? Est-ce que vous allez dire, moi c'est l'enfant qui me concerne? Dommage, parce que l'enfant il est peut-être pris dans le champ de tir. Inversement, est-ce que vous allez dire, moi je suis éducatrice, puéricultrice, auxiliaire, etc. Et parallèlement, je suis conseillère conjugale, psychologue, sexologue, je fais agence pour l'emploi le mardi, et vous voyez, ce canapé est un divan, allongez-vous, racontez-moi votre enfance. Ça, excusez l'expression, je dirais que c'est casse-gueule. Parce qu'on sort de notre champ de compétences. Ça veut dire quoi? J'ai l'habitude à chaque intervention de mettre une petite phrase intellectuelle pour montrer qu'on n'invite pas n'importe qui quand même, hein, pour les conférences. Alors je vais vous la mettre là. La phrase intellectuelle, c'est de dire comment mettre en commun des territoires sans avoir peur de perdre des pouvoirs. Et je vous... Elle est bien, là, oui, non, mais... Et je les fiche en l'air après. Il n'y en a qu'une, c'est la vôtre celle-là. Hein. Je n'en dirai plus jamais. Mais c'est un vrai débat. Hein. Territoire, pouvoir. N'est-ce pas? Faire à plusieurs. Hein. C'est important. Alors, pour conclure, eh bien, je conclurai en vous disant que les outils de la bientraitance, qui sont les outils que j'utilise pour faire mon boulot, qui s'appelle du diagnostic de qualité, aller voir sur le terrain s'il y a de la qualité dans ce qui est fait, c'est présomptueux. Ça supposerait que j'ai une idée sur ce qui est bien et pas bien. La bientraitance, l'état d'esprit, étant au cœur de mon travail. J'ai deux outils. Le premier, j'y ai fait allusion très rapidement, c'est la notion de logique. Quand je vais travailler dans un pays, dans une ville, dans une institution, j'essaye de voir dans quelle logique on travaille. Il y a deux types de logique. La logique de manque et la logique de compétence. Vous voyez réapparaître le mot compétence. La logique de manque, ça consiste à regarder l'autre à travers ce qu'il n'a pas. Les parents démissionnent, les jeunes manquent de repères. L'enfant porteur d'un handicap est un handicapé. N'est-ce pas? Dans la logique de manque, on fait pour cet enfant qui est handicapé, on va balancer plein de professionnels pour l'aider à progresser. Mon vieux copain qui malheureusement a quitté la planète il n'y a pas très longtemps, Maurice Titran, qui a créé les centres d'action médico-sociale précoce en France, a fait ses CAMS parce qu'il était étonné par rapport, en tant que pédiatre, par rapport à des enfants handicapés, de voir le nombre de spécialistes qui satellisaient autour d'une même famille, quelquefois sans se connaître vraiment, et en véhiculant des regards complètement différents. Il a créé une structure où les gens bossent ensemble. Pire que ça, dans la logique de manque. Des parents qui ont un enfant handicapé, s'ils veulent rester parents, ils ont intérêt à devenir experts du handicap. Dans un pays où la logique, on fait pour. Hein? Dans un pays, logique de manque, on dit l'adolescent est en crise et on a peur des ados. J'aurais très peur personnellement d'un pays qui a peur de ses jeunes. Surtout en sachant à quel point les jeunes peuvent l'utiliser pour foutre les choix à tout le monde. Hein?
L'autre logique, c'est la logique de compétence. C'est un peu en cela que j'ai fait allusion tout à l'heure à la Belgique ou au Québec. Le Québec est dans la démarche de compétence. Alors c'est lié à leur histoire. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre modèle sur notre culture. Et même ils sont en train de merder sec en se faisant prendre par le continent nord-américain ces dernières années. Mais logique de compétence, ça consiste à pas faire pour, mais faire avec. Impliquer les personnes en tant qu'acteurs, l'enfant en tant qu'acteur, les parents en tant qu'acteurs, les ados en tant qu'acteurs. Et la logique de compétence, ça veut dire regarder ce qui va. Un enfant au Québec ou en Belgique né avec un handicap, c'est pas un handicapé, c'est un enfant porteur de handicap. C'est-à-dire que, indépendamment de son handicap, voire grâce à son handicap, il a plein de compétences. N'est-ce pas? Ce jeune a des difficultés de repère, ou a fait des bêtises, n'est-ce pas? Eh bien, si on le regarde dans le manque, on dit, de toute façon, on ne peut plus rien faire pour lui. Je vois les profs dans le technique, par exemple, quelquefois. Les profs dans l'enseignement technique, rarement, mais ça m'arrive de rencontrer, qui me disent, de toute façon, ils ont tout raté. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils réussissent? Je conseille à ces profs de se barrer. Parce que certains jeunes qui, dans l'enseignement général, parce qu'ils n'ont pas compris le sens d'apprendre, se sont pas foulés, quand ils se retrouvent dans le technique avec un truc qui leur botte, ça devient des flèches. N'est-ce pas? C'est important ce regard. La logique de compétence, c'est faire pour. Et c'est surtout, et ça sera ma conclusion, réseauter. Créer du réseau. Alors je vais vous donner deux types de réponses. Et vous allez voir la différence, mais je vous rassure tout de suite, ou je vous inquiète tout de suite, ces réponses simples que je vais vous citer dans la logique de compétence, elles sont totalement irréalisables en France, dans un pays où de plus en plus, on veut que ce soit des pros qui soient responsables d'eux, et où les parents eux-mêmes sont un peu marginalisés, plan Vigipirate renforcé, par le fait de ne pas être des spécialistes. Tiens, prenons un exemple. Le travail féminin. Je vais donner quelques dates. Au Québec, les femmes ont travaillé à peu près en même temps que les femmes françaises dans les mêmes proportions. Se posait une question, le repas de midi. Comment faire en sorte que les enfants mangent quand ils vont à l'école? Ces mères, elles bossent. Ah! Dans la logique de manque, la nôtre, et c'est culturel, la nôtre au niveau européen, massivement. Les pires, c'est les pays scandinaves. Pire que nous, Ils pensent à un État qui pense à la place des gens. C'est pire que tout, ça nous est cité en exemple. Donc, logique de manque. Les enfants doivent manger, les parents travaillent le midi, on va faire des restaurants scolaires, on va faire des cantines. On fait des cantines, et puis il y a de plus en plus d'enfants qui mangent. Donc on fait 2 services, résultat des courses, les gamins mangent en 20 minutes, remontent en classe la bouche pleine. On parlait de qualité là. Et puis d'un seul coup, il faut presque faire un 3e service. Donc à ce moment-là, on est obligé dans la municipalité, droite ou de gauche, d'avoir une réunion et qu'un élu dise aux autres, j'ai une idée les amis, pour diminuer les effectifs à la cantine, il suffirait d'interdire la cantine aux enfants dont les parents ne travaillent pas. Vaste connerie, excusez l'expression. Parce qu'il y a plein d'enfants dont les parents ne travaillent pas et qui, pour de multiples raisons, ont intérêt à rester à la cantine. Inversement, il y a des enfants dont les parents travaillent et qui ne sont pas obligés. Je prends l'exemple du Québec. Il n'y a jamais eu de cantine. Comment qu'ils font pour manger le midi? Et bien, dès que les femmes sont mises à bosser, ils me disent, on transforme un problème social en un plus sur le plan social. Le besoin, il fallait qu'ils mangent. Eh bien, ils ont inventé les mamies cantines.